Toute l'actualité politique et parlementaire, c'est le journal de 19 h sur Public Sénat. Bonsoir à tous. Voici les titres de ce lundi. Une nouvelle envolée du chômage, plus 34 400 demandeurs d'emploi le mois dernier. Aucune embellie en vue, avec d'ores et déjà l'entrée en récession de la zone euro selon l'OCDE. Les drones de l'armée française s'invitent dans le débat ce soir des crédits de la défense au Sénat. L'avion sans pilote proposé par Dassault, soutenu par le ministre Gérard Longuet, n'a pas les faveurs des sénateurs qui lui préfèrent un modèle américain. Invité du 19 h, Serge Dassault, qui nous parlera également économie et emploi et 35 heures. Le retour du maïs transgénique de la firme Monsanto, le Conseil d'État annule la suspension de sa culture, décidée il y a bientôt 4 ans par le gouvernement. François Fillon a aussitôt convoqué les ministres de l'écologie et de l'agriculture qui se disent déterminés à rétablir l'interdiction. Débat à suivre dans ce journal entre le sénateur vert Ronan Dantec et le porte-parole des semenciers pro-OGM, Philippe Grassien. À leur création, il y a 27 ans, les Restos du Cœur recevaient 12 fois moins de bénéficiaires qu'aujourd'hui. Ce chiffre traduit un échec de toute notre société, font valoir les responsables de l'association lancée par Coluche. Alors que la crise fait grossir les rangs des plus pauvres, les bénévoles sont cette année plus que jamais mobilisés. Reportage à Hénin-Beaumont dans le Pas-de-Calais, signé Pierre Bonte-Joseph avec Elisa Berthelomé. Dernier préparatif avant le lancement de la campagne. Les premiers colis de nourriture seront distribués samedi 3 décembre, mais du côté des bénévoles des Restos du Cœur, on s'active et on procède aux derniers enregistrements. Ici, à Hénin-Beaumont, 130 familles se sont déjà inscrites, soit environ 400 personnes. Un chiffre en hausse par rapport à la saison dernière et qui va augmenter tout au long de l'hiver. On s'attend à 12% d'augmentation sur les statistiques en personnes retraitées, les retraités principalement, les personnes monoparentales et les personnes seules. Raison principale de cet afflux selon les bénévoles, la crise. Dans l'ancien bassin minier d'Hénin-Beaumont, le taux de chômage dépasse les 13% contre 9% en moyenne en France. Pour les bénéficiaires, les Restos du Cœur leur permettent de joindre les deux bouts. Vous savez, quand vous n'avez que 360 € pour vous vivre, et puis un peu de RSA, puis payer le loyer, l'électricité, l'eau, tout ça, quand vous arrivez à la fin de la semaine ou n'importe quoi, à la fin du mois, ça vous fait du bien du beurre des épinards. Du beurre dans les épinards, au moins pour quelques temps. Un sursis pendant les mois d'hiver. La campagne des Restos du Cœur dure jusqu'au 23 mars 2012. Elle devait être éphémère, ce sera la 27e. Et les Restaurants du Cœur entendent faire entendre leur message durant la campagne présidentielle. Sujet à retrouver dans l'émission D'une campagne à l'autre. Ce sera le 6 décembre sur Public Sénat avec Julie Hulin et Pierre Bonte-Joseph. La France compte 4 450 000 demandeurs d'emploi. Une forte hausse en octobre, plus 1,2%, est à déplorer. La dégradation se poursuit depuis le printemps. La situation économique ne devrait pas s'améliorer de sitôt. L'OCDE rejoint les agences de notation pour dessiner les scénarios du pire, risque d'une décennie sans croissance dans la zone euro. Nathalie Guillouard. Après les agences de notation, c'est l'OCDE qui met la France sur la sellette. L'Organisation de coopération et de développement économique a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour la France. Selon elle, le PIB ne progresserait que de 0,3% en 2012, un grand écart par rapport au chiffre de 1% avancé par le gouvernement français. Car déjà au mois de novembre, Paris revoit à la baisse ses prévisions, réduisant ses objectifs de 1,75% à 1%. Encore insuffisant, estime l'OCDE. Conséquence, elle exige aujourd'hui un nouveau tour de vis budgétaire. L'OCDE chiffre ce nouvel effort à 8 milliards d'euros, une question de crédibilité selon elle. Après l'annonce du gouvernement de 2 plans de rigueur successifs depuis le mois d'août, le ministre de l'économie François Baroin exclut l'idée d'un 3e plan. À l'image de la France, c'est toute la zone euro qui s'enfonce dans la crise. L'OCDE prévoit une entrée en récession dès la fin de l'année 2011. Alors que le ministre de l'économie exclut donc un 3e plan anti-déficit pour l'an prochain, malgré l'appel de l'OCDE, les parlementaires tentent d'avancer leurs propres pistes pour faire des économies. Et pour une fois, l'Assemblée nationale et le Sénat sont d'accord pour mettre un terme à l'abattement fiscal de 50% sur certains services à la personne qui, à l'examen, s'apparente à une prise en charge par l'État de commodités personnelles, coach sportif ou
prof de musique à domicile. Aurélien Romano. Un coach, un coiffeur ou un professeur de musique à domicile, ce sont quelques-uns des services à la personne qui ne seront bientôt plus défiscalisés. Coût de cette mesure, 3,8 milliards d'euros. À l'origine, cet abattement ne devait pas dépasser 2 milliards pour l'État. On ne peut plus se le permettre, disent les élus. Un amendement envisage donc de mieux encadrer les services défiscalisés. Je crois que vraiment l'idée de l'emploi à domicile, c'est d'aider les personnes dans leur vie quotidienne, quand pour des raisons familiales ou personnelles, parce qu'on est fatigué, on a besoin qu'on vienne vous aider chez vous. C'est pas par facilité. Donc je crois que faire un peu le tri dans les mesures les plus proches d'un objectif social et familial, ça me semble être aujourd'hui, par ce temps où il nous faut faire des choix, une bonne direction. Deux pistes sont à l'étude. Limiter les services existants aux seules personnes dépendantes, personnes âgées ou handicapées. Pour les autres, ces abattements seront limités à 8 services bien précis, parmi lesquels les gardes d'enfants, le soutien scolaire ou encore les petits travaux ménagers. Les cours de musique ne font pas partie de la liste. Une déception pour cette société qui assure avoir pu créer des emplois grâce à cette mesure. Cela a permis de passer d'une quarantaine d'emplois que nous avions durant les premières années à aujourd'hui 800 emplois sur toute la France. Le risque pour cette école de musique est de développer du travail au noir. Mais pour les sénateurs, cette niche fiscale crée une distorsion de concurrence avec les entreprises qui n'interviennent pas à domicile. Sauf dans le cas d'une réelle utilité sociale, l'État n'a donc pas à subventionner certains services marchands. Bras de fer entre François Hollande et les Verts. Le candidat socialiste à la présidentielle a clairement annoncé ce matin qu'il n'appliquera pas toutes les mesures de l'accord conclu entre son parti et Europe Écologie Les Verts. Je ne retiendrai que celles qui me paraissent essentielles, avertit François Hollande. Réplique ce soir du sénateur et négociateur vert Jean-Vincent Placé. François Hollande, dit-il, a intérêt à rectifier le tir. Comment réindustrialiser la France? Ce sera le thème du débat entre le socialiste Michel Sapin, chargé du programme du candidat François Hollande, et l'UMP Christian Estrosi. Débat qui sera animé à partir de 22h30 ce soir sur Public Sénat par Gilles Leclerc. Dassault, dont l'État, on le sait, est le grand client avec notamment l'avion Rafale, voit son ambition contrariée dans le secteur des drones. Un vote peu commun réunissant droite et gauche a en effet recalé en commission de la Défense l'offre du constructeur français au profit d'une proposition américaine jugée plus fiable et plus économique. Explication de Margot Aubrio. Il est moins performant et plus cher et pourtant c'est lui que le ministère de la Défense a choisi, le drone israélien vendu par le groupe industriel français Dassault. Le drone, c'est cet avion sans pilote utilisé par l'armée dans des missions de surveillance ou de combat. Pour Gérard Longuet, l'affaire était pliée. Exit donc les drones américains, pourtant plus économiques et plus compétitifs. Mais c'était sans compter les sénateurs de droite et de gauche. Ils contestent aujourd'hui cette décision. Dans un amendement examiné ce soir, ils annulent une bonne partie du financement prévu. Que l'Aéron TP est un drone qui a été fait pour Israël, qui fait de l'électroacoustique, qui ne va pas vite, qui n'est pas armé aujourd'hui, qui n'est pas endurant 20 heures, qui n'a pas une grande vitesse. Le choix de Gérard Longuet ne passe pas. Le drone américain était donné grand gagnant. Il avait même la faveur de l'armée. Alors pourquoi ce choix? Le ministre met en avant la préférence nationale. Certains dénoncent le lobbying politico-militaire du groupe Dassault. Je pense qu'il y a une sorte de patriotisme économique. Il y a dans l'esprit du ministre de la Défense, qui était en son temps ministre de l'Industrie, une sorte de priorité accordée à l'industrie sur l'opérationnel. L'amendement sera examiné au Sénat ce soir. Face aux drones, les appétits des industriels s'aiguisent. Il représente un marché mondial évalué à 100 milliards d'euros pour les 10 prochaines années. Avec nous donc Serge Dassault, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. On va évoquer la situation de l'emploi, vos propositions, les 35 heures. Vous voulez tordre définitivement le coup à la réduction du temps de travail, Serge Dassault. Mais d'abord, comment réagissez-vous donc à ce tir de barrage sénatorial contre votre drone militaire que vous proposez à l'armée française? D'après ce que je viens d'entendre, il y a un malentendu, parce qu'il ne s'agit pas d'acheter le drone israélien à permanence. Le drone israélien est une proposition que nous faisons en attendant la réalisation d'un drone nouveau fait par la France et ses sous-traitants. Donc vous avez une ambition industrielle en matière de drones militaires. Il faut bien qu'on développe. Vous savez, on dit qu'il faut développer l'industrie, il faut réduire le chômage. Alors si on supprime toutes les possibilités de travailler en France, alors on ne fait plus rien.
on va acheter matériel américain et on n'en construira plus rien. Le problème n'est pas de dire que le drone américain est supérieur au drone israélien, c'est peut-être vrai, mais le drone israélien, c'est un intérimaire en attendant la livraison d'un drone nouveau fabriqué par l'industrie française. Et c'est important quand même de constater que le drone américain serait plus efficace, il est aussi moins cher. Mais ce n'est pas du tout le problème. On a proposé le drone israélien pour combler aujourd'hui un manque évident de drones. C'est pour attendre le drone français. Si on achète un drone américain, c'est foutu. On ne dépensera plus d'argent, on ne vendra plus et on ne fabriquera plus de drones français. Ce qui fait que, bon, on va encore augmenter le chômage, réduire l'exportation et tout. Alors si c'est ça qu'on veut, je ne comprends pas. Est-ce que vous comprenez justement que là, l'UMP, vos amis politiques et les socialistes, l'opposition au Sénat sont d'accord pour refuser votre proposition? Ils n'ont pas compris du tout le problème. Le problème n'est pas de comparer le drone israélien au drone américain. Le drone israélien, c'est une proposition que nous faisons pour combler un besoin actuel de drones. Il est meilleur d'avoir un drone israélien pendant les 2 prochaines années en attendant un drone français que rien du tout. Mais même pas du tout au prix supérieur de 100 millions d'euros en ces temps de disette budgétaire. Écoutez, c'est possible. Le drone américain est en production, nous on n'est pas, on démarre. Il faut savoir si on veut développer une industrie française d'armement ou autre, ou acheter du matériel américain. Il faut savoir si on veut développer l'industrie française ou le chômage. On dit que le chômage augmente, il va continuer si on ne fabrique plus rien en France. Serge Dassault, est-ce que vous attendez maintenant du ministre Gérard Longuet qu'il repêche votre projet? Alors sinon lui, l'Assemblée nationale. J'espère bien, ce serait normal, parce que c'est lui d'ailleurs qui l'avait choisi. Au nom du patriotisme économique? Écoutez, au nom du fait que si on ne fabrique plus rien en France, on ne va pas se lamenter en disant le chômage augmente. Le chômage augmente, ça ne va plus bien. Si le crédit français est fait pour développer l'industrie américaine, ça ne va plus. Un mot justement sur le Sénat de gauche où vous siégez. Quel bilan est-ce que vous tirez de l'alternance au Sénat? Vous, Serge Dassault, le Sénat qui devient le laboratoire de l'alternance de gauche. Non, c'est pas un laboratoire, c'est assez désolant. C'est assez désolant parce qu'ils votent contre tout. Moi, j'étais un participant du problème de l'emploi. J'étais le rapporteur spécial de l'emploi. Maintenant, ils ont mis un socialiste et moi j'ai un petit bout. Ça m'a permis quand même de parler. Or, qu'est-ce que fait le socialiste? Il récuse tout. Mais il ne propose rien. Il ne vote pas le budget. Mais vous allez faire quoi si vous ne votez pas le budget? On me dit c'est pas grave, ce sera rétabli par le Parlement, par l'Assemblée nationale. Alors, aujourd'hui, ils s'opposent à tout, mais ils savent très bien que de toute façon, ça ne sert à rien. Mais ils ne proposent rien. Moi, j'ai dit, mais au moins, proposez quelque chose. Qu'est-ce que vous voulez faire de ce budget de l'emploi? Est-ce que vous voulez l'augmenter? Est-ce que vous le diminuez? Est-ce que faites quelque chose? Non, rien du tout. Non, la gauche propose notamment d'accorder des aides aux entreprises sous condition. Ce serait un changement. Tout ce qu'ils proposent, c'est d'augmenter encore les aides, d'augmenter les dépenses de l'État, de ne pas faire de réduction de dépenses et d'aller carrément à la faillite. Le Parti socialiste et l'UMP s'affrontent en vue de 2012, Serge Dassault, sur la question numéro 1 qui préoccupe les Français. Vous-même également, l'emploi, on l'a vu avec la hausse des chiffres. Est-ce que l'UMP va assez loin, selon vous, en se contentant de recommander des négociations par branche sur les 35 heures? Écoutez... Oui ou non? Non. Non. Le problème n'est pas là. Le problème est que, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a une menace extrêmement grave sur notre notation. Déjà, aujourd'hui, les taux d'intérêt augmentent sur nos emprunts. Si nous perdons la notation 3A, ce sera une catastrophe. Parce que nous n'aurons plus 2 ou 3%, nous aurons 6%, on ne saura pas. On n'aura pas les moyens de satisfaire. Alors, quel rapport avec les 35 heures là? Le problème, c'est que aujourd'hui, les allègements sociaux, 24 milliards d'euros par an à cause des 35 heures. Mon propos, c'est de dire, attention, il faut faire des économies tout de suite. Pour faire l'économie, il faut supprimer ces 24 milliards, il faut supprimer ces allégements sociaux. Mais si on supprime les allégements sociaux, il faut revenir à 39 heures, parce que les entreprises ne pourront pas supporter le fait de ne plus avoir les aides de l'État et de continuer à travailler 35 heures. Eh bien, c'est pour ça que je dis il faut absolument réduire les dépenses, il faut supprimer ces allégements sociaux, il faut retrouver 24 milliards d'euros qui permettront, en faisant d'autres économies,
comme la prime pour l'emploi, comme les heures supplémentaires, comme les emplois aidés, etc., à faire une économie de 30 milliards d'euros sur le budget 2012. Bon, alors, si je vous suis bien, il n'y aurait plus d'aide aux entreprises, Serge Dassault, mais ceux qui paieraient, ce sont les salariés, parce qu'ils n'auraient plus d'heures supplémentaires. Non, il n'y aurait plus d'aide aux entreprises, on reviendrait en 1997. Les gens qui ont travaillé 39 heures, il n'y avait pas d'éléments sociaux, il n'y avait pas d'aide, l'État ne dépensait pas 24 milliards, il n'y avait que 30 milliards de déficit et pas 80. Alors il faut arrêter. Et que dites-vous aux salariés qui perdraient l'avantage des heures supplémentaires au-delà de 35 heures? D'abord, ils travailleraient un peu plus comme avant. Oui, comme avant. Mais en touchant moins. Avant. Et peut-être qu'on augmentera, c'est pas mon propos, le SMIC pour compenser un petit peu ce fait qu'ils vont peut-être travailler un peu plus, qui serait pas mauvais, et qui pourrait permettre aussi de travailler et d'exporter et de réduire nos coûts et notre compétitivité. Eh bien, je crois que ce serait normal, mais mon propos, c'est de dire, attention, casse-cou, nous avons la menace, peut-être dans 8 jours, peut-être dans 15 jours, d'avoir une réduction de notre notation. Si on a une catastrophe. Donc, il faut aller de l'avant. Il faut proposer aujourd'hui, tout de suite, une grosse réduction. La seule réduction que je pense, c'est les 24 milliards. Alors, c'est les 35 heures, donc les 39 heures. Or, personne, Serge Dassault, hormis d'ailleurs Hervé Morin, qui, lui, propose une durée de travail de 35 heures. Personne ne remet la durée légale à 35 heures. Si, on commence à parler d'argent légal, mais le problème, c'est pas ça. Le problème, c'est qu'on ne peut plus, on n'a plus d'argent, on ne peut plus dépenser 24 milliards. C'est foutu. Et si on ne le fait pas, on va avoir notre note qui va être dégradée. Et on aura des coûts d'emprunt qui vont être catastrophiques. Et on ne pourra plus, la France sera en faillite. Alors arrêtons et faisons le nécessaire. Allez, on a compris votre message. Dernière question, Serge Dassault. Nicolas Sarkozy face à François Hollande. Comment est-ce que vous jugez, vous, l'affiche pour 2012, les qualités des uns et des autres? Eh bien, écoutez, c'est très simple. C'est justement pour ça. Nicolas Sarkozy est le seul qui peut permettre de faire des réductions de dépenses importantes, y compris celle-là, et j'espère bien qu'il le fera. Alors que Hollande ne le fera jamais. C'est-à-dire qu'avec les socialistes, on est sûr d'avoir carrément une faillite totale, parce qu'il ne fera pas des réductions de dépenses, il va augmenter les dépenses avec de nouvelles propositions. Oui. C'est complètement stupide et c'est complètement irréaliste. Merci. Serge Dassault, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Un élément de consensus dans le débat politique et la campagne. Les OGM, François Hollande réclame le maintien de l'interdiction du maïs Monsanto, alors que les ministres de l'Agriculture et de l'Écologie s'engagent à examiner tous les moyens pour ne pas le cultiver. C'est le dernier rebondissement provoqué aujourd'hui même par la décision du Conseil d'État que nous explique Simon Barbarie. Après 4 ans de suspension, le maïs OGM Monsanto pourrait faire son retour en France. En 2008, le ministère de l'Agriculture avait pourtant interdit la commercialisation et l'utilisation des semences de maïs génétiquement modifiées au nom du principe de précaution. Le semencier Monsanto a alors porté l'affaire devant la Cour de justice européenne qui, en septembre dernier, a demandé à la France de revoir sa copie car le risque élevé pour la santé ou l'environnement du maïs OGM n'est pas avéré. Cet après-midi, le Conseil d'État a confirmé la position européenne. Le gouvernement doit donc trouver une nouvelle base juridique pour maintenir l'interdiction du maïs OGM. Ce soir, après une réunion de crise, le ministre de l'Agriculture Bruno Le Maire affirme que tous les moyens seront examinés pour ne pas cultiver le maïs Monsanto en France. Nos deux invités, le sénateur vert de Loire-Atlantique, Ronan Dantec, bonsoir, merci. Vous êtes avec nous et vous allez partir bientôt pour Durban. Hein, demain, vous avez une responsabilité lors de cette grande négociation sur le climat. Avec nous, Philippe Gracien, porte-parole d'Initiative Biotechnologie Végétale. On a compris que c'était une organisation fondée notamment par des semenciers pro-OGM. Monsieur Dantec, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui du gouvernement, donc, puisque l'interdiction du maïs a été levée par le Conseil d'État? Écoutez, j'ai entendu Bruno Le Maire dire qu'il allait maintenir cette interdiction. J'entends surtout que la gauche est unie, puisqu'on insiste beaucoup sur les désunions de la gauche. Mais là, en tout cas, oui. François Hollande a été clair. Je disais même qu'il y avait un consensus. Il y a consensus à gauche, voire même de gauche à droite. Pourquoi je crois parce que effectivement, ce maïs est dangereux. Il est dangereux parce qu'on a démontré dans de multiples occasions qu'il contaminait les champs autour. Si on avait
d'autres maïs autour. Non, mais est-ce qu'il est intrinsèquement dangereux pour la consommation? Écoutez, dernière nouvelle, hein, vous savez que c'est un maïs avec une protéine, une toxine qu'on a retrouvée. Des chercheurs canadiens viennent de retrouver cette toxine dans du sang, dans des cordons ombilicaux de femmes enceintes. Donc il y a un vrai problème avec ce maïs. Donc aider Monsanto en France, je crois que personne ne voit vraiment l'intérêt aujourd'hui. Ben si, Philippe Brassien, il est avec nous. Vous êtes sur une position contraire? Oui, je ne peux pas laisser dire que ce maïs est dangereux, parce que ce maïs a été évalué par les autorités sanitaires de plusieurs pays une 50aine de fois depuis maintenant une 12aine d'années, par les autorités européennes, les autorités américaines, argentines, brésiliennes, etc. Donc il n'est pas dangereux pour la santé. Alors là, il y a deux visions. On a énormément d'exemples. Est-ce que vous connaissez Grezé-Cavagnan? Une charmante bourgade où un agriculteur, avant l'interdiction, avait planté ce maïs. Et les autres agriculteurs avaient décidé donc de planter autour de cette parcelle d'autres parcelles et ont financé eux-mêmes donc les analyses de ce qui se passait sur ces autres parcelles de maïs population. Et ben on a retrouvé le maïs Monsanto, évidemment, contaminant l'ensemble des autres parcelles. Philippe Brassien, on a l'impression que ces arguments pèsent donc au-delà du cercle des Verts, nous l'avons rappelé. Nathalie Kosciusko-Morizet a rappelé il y a quelques instants qu'elle était déterminée à tout faire pour empêcher la culture en France de ce maïs Monsanto, alors que vous réclamez le droit de le cultiver sans attendre? Disons, on prend acte des propos de Mme Kosciusko-Morizet, de ceux de M. le maire, mais aujourd'hui on est dans une situation juridique où effectivement le moratoire a été déclaré illégal par le Conseil d'État après un avis de la Cour de justice des communautés européennes. Donc maintenant, attendons ce qui va se passer sur le plan juridique. Mais je voudrais répondre à Monsieur le sénateur, quand ce dont il parle, c'est de la coexistence des cultures qu'il faut organiser sur le terrain. Bien entendu qu'il faut... Qui sont impossibles. C'est impossible, la coexistence des cultures. D'ailleurs, comment prévu dans la loi. L'OGM ne passe pas d'un champ à l'autre. Effectivement, le zéro absolu n'existe pas en biologie. Donc vous êtes en train de dire que le choix du maïs Monsanto est un choix qui est pris non seulement par l'agriculteur pour lui-même, mais pour l'ensemble des agriculteurs autour. C'est inimaginable. C'est totalement inimaginable. La loi que le Parlement a votée en 2008 suite au Grenelle de l'environnement spécifiquement sur les OGM est basée sur la coexistence. Et elle dit dans son introduction, dans son article 1, que les agriculteurs et les consommateurs doivent pouvoir avoir le choix entre du maïs, une culture OGM, une culture conventionnelle, une culture biologique, donc tout ça doit pouvoir coexister sur le territoire. Et de nombreuses études ont été faites pour déterminer que pourraient être les conditions de coexistence. Donc c'est de ça dont il faut parler. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de ce maïs? Qu'est-ce qu'il a de plus que celui que l'on consomme déjà en France? Ce maïs, c'est un petit peu un symbole parce que c'est le seul qui est autorisé aujourd'hui à la culture au niveau de l'Union européenne. Bon, ce maïs est une... Quelles sont ses vertus? Sa vertu, c'est ce maïs permet de lutter contre un insecte qui est un ravageur du maïs et qui fait des dégâts importants sur le maïs, pour lequel aujourd'hui il y avait deux modes d'intervention, soit un mode biologique, soit répandre des insecticides, et le troisième mode, c'est utiliser des variétés génétiquement modifiées. Ça permet d'économiser et de ne pas polluer avec les pesticides, c'est ce que vous nous dites. Alors là, c'est un argument. Écoutez, on vient d'entendre qu'il y a une réponse biologique. Pourquoi, dans ce cas-là, donner autant d'argent en licence à Monsanto? Monsanto poursuivi aujourd'hui partout dans le monde. Récemment, l'autorité indienne vient d'attaquer Monsanto sur une aubergine que Monsanto présente comme le résultat de sa propre recherche. Pas du tout. C'est à partir du travail millénaire des paysans indiens sur un certain nombre de variétés que Monsanto a produit et veut gagner de l'argent sur le travail finalement millénaire des paysans indiens. Monsanto, c'est une espèce d'ogre tentaculaire. Monsanto, c'est un voyou condamné en France, à Lyon, il y a quelques années, pour publicité mensongère sur le Roundup, parce que je n'invente rien, condamné en première instance, en appel et en cassation. Aujourd'hui, moi je suis élu nantais, je m'intéresse à la qualité de l'eau. La norme de potabilité eau brute de l'agglomération nantaise sur l'Erdre, une magnifique rivière qui coule à Nantes, est dépassée à cause des AMPA, qui sont les produits de dégradation du glyphosate. Le glyphosate, c'est le Roundup. Le Roundup a été vendu comme un produit biodégradable. Ça n'était pas le cas. Aujourd'hui, ce sont nos normes de potabilité eau brute avec des investissements lourds de la collectivité. Monsanto a été condamné en France et ailleurs dans le monde. Vous voulez faire les affaires d'un voyou, monsieur Grassien? Je ne peux pas supporter qu'on utilise des propos comme ça. Je ne suis pas là pour défendre cette firme. Je suis là pour défendre l'ensemble de l'industrie semencière. Oui, mais je défends l'ensemble de l'industrie semencière et Monsanto. Faites peut-être le tri, comme dans les semences. Sont membres de cette industrie et je ne peux pas accepter de tels propos.
Très bien. Débat relancé aujourd'hui et il y aura encore de nouveaux rebondissements. Dans l'actualité également, l'ouverture de la conférence de Durban. Donc, comment lutter contre le réchauffement qui menace la planète? Et peut-on espérer un accord après l'échec des précédents sommets, dont celui dont on se souvient, Copenhague, Flora Sauvage? Depuis l'échec retentissant du sommet de Copenhague en 2009, les discussions semblent enlisées. La conférence sur le climat qui s'ouvre aujourd'hui à Durban en Afrique du Sud va durer 12 jours. L'objectif de cette conférence qui rassemble 183 pays est de donner une suite au protocole de Kyoto, le seul traité international imposant une réduction des gaz à effet de serre. Un protocole que ni la Chine ni les États-Unis n'ont ratifié, alors qu'ils sont les deux plus gros pollueurs de la planète. L'enjeu de Durban, d'une part, c'est bien sûr la prolongation du protocole de Kyoto qu'on n'a pas réussi à régler ni à Copenhague ni à Cancun. Et le deuxième enjeu, c'est qu'un calendrier de négociation d'un accord international, encore une fois hypothèse abandonnée à Copenhague, soit finalement adopté. Plusieurs scénarios sont possibles à l'issue de la conférence de Durban, mais les attentes sont faibles. Le vrai scénario 1 ou 2, c'est on arrive à prendre une décision sur Kyoto, le protocole, son prolongement, ou on n'arrive pas. Et si on n'arrive pas, c'est ça vraiment l'échec de cette négociation. Aujourd'hui, il faut d'urgence trouver une solution au réchauffement climatique. Les scientifiques estiment que d'ici 2040, la température globale pourrait s'élever de 4 degrés, ce qui aurait des conséquences dramatiques. Et avec Renan Dantec, nous avons ce soir le porte-parole mondial de l'Organisation des villes. Est-ce que vous avez un espoir sérieux cette année à Durban? Non, mais je crois que Durban sera une négociation. Pas entendu, oui ou non? Pas vraiment, c'est-à-dire, je crois que, mais il faut pas non plus, et ça a été l'erreur de Copenhague, penser que en 3 jours, en fin de semaine, on peut trouver un deal mondial. C'est une négociation qui va être longue, avec certaines années des avancées, d'autres des reculs. Malgré tout, à Cancun, je suis bien d'accord avec vous, à Cancun, la communauté internationale dit on continue à travailler ensemble. Donc moi, ce que j'attends d'Urban, ce sont des décisions sur la gouvernance, notamment la gouvernance des fonds de solidarité Nord-Sud. La place des villes dans cette gouvernance, j'irai la porter à Durban, et puis sortir d'un monde de compétition libérale dont le logiciel ne répond pas finalement à cette nécessité de coopération à l'échelle mondiale. Et ça reboucle un peu sur notre premier débat. Je crois qu'on est rentré dans un monde où il faut beaucoup de coopération entre les États, de nouveaux accords, de nouveaux équilibres. Et évidemment, c'est pas en 3 jours. J'ai une question. Certains estiment, et ils avancent des arguments, que seul le nucléaire peut sauver la planète parce que grâce à lui, grâce à l'atome, on ne réchauffe pas la planète. Mais le nucléaire, alors qu'est-ce que vous répondez à ça? C'est très peu de la production d'électricité mondiale, et si on rajoute l'ensemble des sources d'énergie, c'est quasiment rien à l'échelle mondiale, et on ne va pas couvrir la planète de centrales nucléaires, tout le monde le sait. Donc la réponse, elle est dans la sobriété. En ce moment, c'est que la planète se couvre de centrales thermiques et qu'on utilise des énergies fossiles qui polluent plus que jamais, qui réchauffent la planète. Il y a aujourd'hui d'abord beaucoup d'efficacité énergétique. Je rappelle que les Allemands sortent à la fois du nucléaire, mais consomment 30% de moins d'énergie dans leur vie domestique que les Français. Donc l'efficacité énergétique, vous le savez, de gaz de Russie. Hein. Mais les Allemands vont plus loin aujourd'hui dans leur proposition internationale à moins 40% que les Français. Donc globalement, la sortie du nucléaire et la réponse au changement climatique par la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c'est la même démarche. D'accord. Allez, cet argument va être largement débattu encore dans les semaines qui viennent. C'est la fin de ce journal. À 22h, Sonia Mabrouk. Et puis donc à 22h30, je vous le rappelle, comment réindustrialiser la France. Un face-à-face arbitré par Gilles Leclerc avec l'UMP Christian Estrosi et le socialiste Michel Sapin, chargé du programme de François Hollande. Bonsoir à tous. Se renseigner sur les programmes. Voir ou revoir les émissions. Suivre le fil d'information politique et parlementaire. Pour vivre la politique en temps réel, connectez-vous et réagissez sur publicsena.fr. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie ce soir. Les 3 thèmes de cette campagne 2012 seront la crise et enfin la crise. La politique, ce n'est pas la guerre civile, a donc dit Xavier Bertrand. On va parler de ce printemps du jasmin. Sa victoire, si elle est vérifiée demain, est-ce qu'elle est surprenante? Comment vous jugez son action dans cette tempête? Parce qu'à l'époque, on avait tous ri, aujourd'hui on rit moins.
Votre rendez-vous quotidien avec l'information, c'est du lundi au jeudi à 22 h sur Public Sénat.